Et c'est le Frantuguais Mag numéro 87, si je ne me trompe pas. C'est l'émotion. 87, nous sommes en direct de Paris. J'ai le plaisir d'avoir non pas un, mais deux invités aujourd'hui. Hola. 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 Il y a comme un air de vacances. Je suis en plein Paris. On est dans le quartier où a été tournée une célèbre série dont on parlait il y a quelques instants. Emily in Paris. Il faut regarder la caméra. Emily in Paris, oui. Voilà. Donc on est à la librairie portugaise et brésilienne. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Les librairies portugaises et brésiliennes au 19 rue des Fossés Saint-Jacques, place de l'Estrapade, dans le 5e. Donc, s'il y en a qui sont juste à côté, vous pouvez venir nous rejoindre, ça nous fera plaisir. Je suis avec deux invités, et notamment mon invité principal, dont on va parler beaucoup aujourd'hui, c'est monsieur José Vieira. Hola, José. Hola. J'adore ton prénom. Elle est bonne. Oh, c'est d'un commun. Mais oui. C'est terrifiant. C'était quand même le père de Jésus. Ben oui, tout à fait. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter deux personnes. Une que j'ai découvert il y a à peu près, on en parlait tout à l'heure, une vingtaine d'années. Peut-être avez-vous regardé, vu ce documentaire. Moi, c'est celui qui m'a fait découvrir José Vieira, réalisateur de documentaires, et notamment de celui-ci, Jean du Salto, qui est sorti en 2005, c'est bien ça? Ouais, je crois que c'est 2005 ou 2004. Mais on va dire 2005 officiellement aujourd'hui, voilà. 2005, qui se vend toujours, que vous pouvez trouver à la librairie Chandaigne ici, mais dans plein d'autres librairies également. Et moi, j'ai découvert José, son travail de réalisateur de documentaires notamment, au travers du Luso Journal, un article de Carlos Pereira à l'époque. Et je dois dire que tu es une des personnes qui m'a inspiré pour me donner la force à moi, à l'époque, jeune comédien qui sortait de l'école Claude Mathieu en 2000, de parler d'un sujet dont j'avais beaucoup envie, mes origines et ma culture. Chose que je n'avais jamais fait. Et c'est en voyant aussi ce documentaire, notamment, que je me suis dit, je vais passer le cap et moi aussi, je vais traiter à ma façon ma double culture et mes origines. Tu as réalisé de nombreux documentaires, dont celui-ci. D'autres dont on va parler ici, avec le dernier que je t'invite à prendre. Ils sont pas tous là, mais... Ils sont pas tous là, mais il y a celui-ci, voilà, que je t'invite à prendre. Ouais. Donc celui-ci qui s'appelle... Souvenir d'un futur radieux. Et puis aujourd'hui, on va parler de ton premier livre. Il s'appelle Souvenir d'un futur radieux. Je me foule pas des fois. Mais le titre était tellement bon que je me suis dit qu'il fallait que je le dise au moins 2 fois. Voilà. Moi, je trouve qu'il est vachement bien. Et du coup, pourquoi Mylène est là également avec nous? Mylène, elle travaille aux éditions Chandaigne et elle dirige cette nouvelle collection, collection Brûle Frontières. Je la dirige avec Ana Maria Torres. Et donc, deux à diriger cette collection. Tu peux poser le DVD? Tu peux, José. Donc aujourd'hui, on va découvrir le premier auteur publié sur cette collection Brûle Frontières. Donc José, déjà merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir, mon ami. Ah. Tu vas voir, je vais encore faire quelques autres blagues super sympas. Comment on passe, première question, comment on passe de la réalisation, donc le tournage, le montage, à une première œuvre écrite que vous pouvez vous procurer pour emmener en vacances avec vous si vous allez notamment au Portugal, mais où que ce soit, pour lire et découvrir ce double chemin, puisque le livre traite du voyage de ta famille, mais aussi de ta vie après, ici. Et ça fait un parallèle entre la France et le Portugal. Comment on passe des documentaires à l'écriture? Alors, j'ai toujours écrit, parce que dans mes films, notamment dans La photo déchirée, qui est dans ce DVD-là, il y a une voix off. Donc j'ai toujours écrit des voix off. Le problème, c'est quand tu écris une voix off, tu écris des pages et des pages pour... garder à la fin très peu de texte, puisque un film c'est pas un roman, quoi. Voilà. Et on passe de l'un à l'autre parce qu'au bout d'un moment, d'abord j'aime beaucoup la littérature, peut-être plus que le cinéma. Ah oui. Ah oui, carrément. Ouais. J'ai toujours trouvé que c'était le truc au-dessus de tout, quoi, la littérature. D'accord. Voilà. Alors après, comment on passe, c'est que, par exemple, Souvenir d'un futur radieux, j'avais un cahier entier où je racontais des choses qui s'étaient passées au bidonville, parce qu'il est question de bidonville dans Souvenir d'un futur radieux. Voilà. Et je suis parti de là et j'ai commencé à écrire et voilà, j'ai toujours écrit de toute façon. C'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Mais j'avais envie de faire, j'avais très envie d'avoir au moins un livre dans ma vie.
d'avoir Tu écrit t'étais mis ça comme rêve à réaliser? Oui, parce que quand on aime les livres, forcément, on a envie d'en faire un dans sa vie. Au moins. Au moins, donc ça c'était le premier. Est-ce qu'il y en aura d'autres? On spoil. Bah, en fait, j'espère. Est-ce que ça a donné l'envie d'en... Bien sûr, évidemment. Si je te raconte, voilà. Après, je sais pas si ça va marcher ou si je vais y arriver. Je pense que je peux y arriver quand même, en faisant un petit effort. Voilà. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je travaille pour ça. Combien de temps, du coup, il a fallu pour écrire ce livre? Par rapport à combien de temps il faut pour faire un film, un documentaire, l'écrire? Et est-ce que c'est plus long, est-ce que c'est plus court un livre? C'est plus court un livre pour moi parce que le film, il y a le tournage, il y a le montage, il y a l'étalonnage, il y a le truc. Bon là, c'est un peu. En même temps, il y a la même chose. C'est marrant parce que moi, j'ai ressenti un peu le même processus par rapport au livre. Mais déjà, je travaille dans un premier temps tout seul et après je travaille avec les éditrices puisque j'ai affaire qu'à des femmes, hein. Et donc bah oui, et elles travaillent, c'est-à-dire qu'elles travaillent, elles font des propositions, elles coupent, elles m'embêtent. Elles te disent est-ce que c'est bien ça que tu veux dire cette phrase-là? Enfin, il y a un vrai travail. Et pour moi au départ, j'écris pas un truc linéaire, quoi. Je commence pas là et je finis là. J'écris comme ça me vient, donc après je fais du montage. Voilà, je monte le texte. Je fais du copier-coller. Bah oui, forcément, mais en fait, une fois qu'on a fait ça, bah il faut donner une unité à tout ça parce que le copier-coller c'est bien gentil, mais ça marche pas, quoi. Je dirais. Justement, c'est du découpage. Est-ce que le texte du livre, on le retrouve au travers de ce DVD, de ce documentaire? Alors, il y a dans ce livre 3 voix off de films adaptés pour le livre. 3 voix off, dont la voix off de ce film-là. Donc voilà. Les textes principaux, c'est pas des voix off, mais il y a 3 voix off quand même de films, quoi. Voilà. Parce que on peut dire que quelque part il y a un peu. Oui, je les ai adaptés. J'ai retravaillé les texes parce que dans un film. Allongé aussi. Enfin, tu as... Allongé aussi, ouais, parfois allongé. Vous avez aussi coupé. Oui. Ouais. Mais... J'ai l'impression que ça c'est une action que vous avez fait pas mal couper. Oui. Pas tant que ça quand même, parce que tu nous as reproposé reproposé aussi ensuite un nouveau texte. Enfin, c'était la question de la cohérence, enfin le fait que ce soit fluide, que ces textes-là fonctionnent entre eux aussi. Non, mais ça, elles ont eu raison parce que moi je me répète beaucoup. En fait, c'est ça. La coupe, elle vient des répétitions, en fait. Et ça, quand je dis elles ont coupé, mais je suis pas en train. Tu sais, quand tu as un montage avec une monteuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de couper tout le temps. Et elle te dit aussi, ça c'est trop long, là faudrait réduire. Évidemment, mais ça fait partie du boulot. J'ai toujours accepté ça. Il y a aucun souci là-dessus. Je suis pas en train de ruer dans les brancards, hein. C'est pas du tout. Ça me paraît tout à fait légitime. Et la personne qui n'accepte pas d'être, alors je peux aussi me rebiffer, dire attends, stop, là je veux que ça y soit. Mais je pense qu'à un moment la personne qui accepte pas, elle est trop contente de lui, ça marchera pas. Voilà. Et juste du coup, alors par exemple, pour avoir un ordre d'idée, entre toi, le début d'écriture et la remise du premier jet, combien de temps à peu près de travail d'écriture pour souvenir d'un futur radieux? Répète la question. Entre le début de l'écriture du livre et la remise donc aux éditeurs, aux éditrices du premier jet, combien de temps d'écriture? Il se passe 7 mois environ. Ouais, 7 mois à peu près. Le début de l'écriture. Ouais. 7 mois où t'es à fond tous les jours? Bon, pas tous les jours, mais je travaille dessus, ouais. Ah, attends, je suis pas non plus, je suis un garçon un peu laborieux, hein. Je suis pas non plus ça, je suis pas, voilà. Approche-toi un peu pour être vraiment. J'ai parfois des fulgurances, mais la plupart du temps, il faut quand même accoucher du truc, quoi. Comment je pourrais dire, moi, ça m'intéresse pas forcément, ça m'intéresse de raconter les faits. D'accord? Mais ce qui m'intéresse, c'est de comprendre que disent les faits. Et ça, c'est vachement compliqué. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses la recherche, que tu lises d'autres auteurs, que tu fasses des recherches philosophiques, sociologiques, etc. Tout ça. Je veux dire, l'autre jour, j'étais sur un truc à la con, sur un chantier. Qu'est-ce qu'il y a comme engin sur un chantier? Moi, je connais pas les noms des engins, à part le bulldozer. Je m'aperçois qu'on dit pas une pelle de bulldozer, mais une lame de bulldozer. Tu vois, toutes ces recherches, faut que tu les fasses, quoi. Je veux dire, ben là, c'est très pragmatique, mais il y a quand même des recherches. Je veux dire, quand tu travailles, je travaille sur des concepts quand même. Voilà, c'est pas juste l'immigration. En fait, ce qui m'intéresse, c'est
qu'est-ce que l'immigration fait de nous? C'est pas de raconter, alors au bidonville, il y avait de la boue, on était malheureux, et puis des fois c'était sympa, parce qu'on était des enfants, on jouait, il y avait de l'espace autour de nous. Oui, ça c'est bien. Il faut le raconter, il faut dire des choses comme ça. Mais qu'est-ce que l'immigration a fait de nous? Qu'est-ce que, par exemple, un truc qui me tracasse en ce moment, qu'est-ce que l'école a fait de nous? En tant que fils d'immigrés portugais, ou fils d'immigrés tout simplement. Tout court, quoi. Voilà. Et, par exemple, j'arrive en 3e, pourquoi on veut me mettre vers une section technique, alors que j'ai des très bonnes notes? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de tout ça, quoi? Voilà. Et il faut chercher. Et après, toute l'histoire de la nostalgie, de comment on vit de ces années provisoires dans les bidonvilles, etc. Qu'est-ce que les gens ressentent en eux? Qu'est-ce qu'on pensait à ce moment-là? Voilà. Pour transmettre ça aussi, il me semble qu'il y a une recherche de forme. Toi, ta forme, elle est quand même très poétique, ta façon d'écrire. Alors justement, quand le premier jet est arrivé, à peu près 7 mois de travail d'écriture, quand le premier jet arrive, après derrière, entre le travail de lecture, relecture, correction, proposition et édition finale de ce premier opus, donc de cette collection Brûle Frontière, qui est destinée à mettre en avant des auteurs luso-descendants. Ouais. Combien de temps de travail après vous de votre côté? Travaillé presque 6 mois, voire 8, non? Quelque chose comme ça. Parce que je me souviens... Je devais remettre le manuscrit fin août. Et on l'a édité en mars, donc il y a eu tout ce travail. Et donc avant il y avait déjà du boulot avant. Déjà des allers-retours. 10 mois, quoi. Ouais. Donc en gros, pour écrire et éditer, 1 an et demi de travail, pas moins de 2 ans. Au moins ça, ouais. Oui, c'est ça, parce que je me souviens l'avoir lu pendant mes vacances, pas avant la remise. Pas avant la remise du dernier G, si on peut parler comme ça, mais avant tout le travail. Ouais. Donc ça veut dire que tu nous l'avais envoyé presque 2 ans avant, en fait. Alors justement, question, c'est le premier auteur de la collection, comment s'est fait la rencontre, comment s'est fait le choix pour lancer cette nouvelle collection? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Donc c'est les éditions Chandaigne, spécialisées notamment dans la littérature lusophone. C'est ça. Vous pouvez retrouver aussi tous ces livres à la librairie portugaise et brésilienne où je suis aujourd'hui et où on a le plaisir de diffuser en direct. Elle est à Paris. Il y a des livres qui parlent de la lusophonie dans son intégralité, notamment plein de livres, comme moi c'est le cas, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté plein de livres pour mes enfants, pour raconter des histoires. On trouve de tout. Et là, c'est la nouvelle collection, c'est le nouveau lancement. Comment s'est faite la rencontre, le choix pour publier cette histoire de Monsieur José Vieira? En fait, ce qui se passe, c'est que donc c'est ça, le catalogue des éditions Chandaigne, c'est un catalogue qui est généraliste parce qu'il y a plein de disciplines qui sont explorées. On publie de la littérature et on publie aussi beaucoup de sciences humaines, en fait, surtout de l'histoire. Et souvent en littérature, ce sont des traductions qu'on publie. Et en fait, on se rend bien compte. Il me semble, petite parenthèse, j'avais fait une émission sur la librairie en elle-même. La première traduction. Oui, c'est vrai. Vas-y, tu peux en parler. Alors, c'était pas une traduction. Le premier livre de littérature, oui. Tu veux dire, des éditions. Oui, des éditions Chandaigne. C'est La Frontière, et en effet, c'est un auteur français qui s'appelle Pascal Quignard. Mais le texte est autour du Palácio da Fronteira, qui est à Lisbonne. Et moi, j'ai découvert la librairie, donc quelque part les éditions, lorsque j'étais jeune comédien. J'étais encore à l'école, c'était en 99, et je viens à la librairie qui est à l'adresse maintenant où est la présentation. Audi rue Tournefort, dans le 5e, ouais. Et je viens à la librairie, je la découvre à ce moment-là, parce que jeune comédien à l'école Claude Mathieu, je veux faire découvrir à mes amis du théâtre portugais, et je viens chercher le livre de Gil Vicente, A Barca do Inferno. Et je vois derrière Monsieur Chandaigne en train de faire la relure des livres avec une machine à l'ancienne. Je l'ai pas connu, j'aurais bien aimé, mais j'ai beaucoup entendu parler. Oui, mais c'est ça en fait. On a publié beaucoup de textes en littérature. On s'intéresse au monde lusophone par intérêt, par curiosité basique, par aussi histoire intime. On a envie de donner aux Français et aux francophones à découvrir cette culture. Alors c'est pas singulier parce qu'elle est large, hein. On parle du Portugal, on parle du Brésil, on parle de l'Angola, du Mozambique, du Cap-Vert. Enfin c'est quand même très très Vraiment large. Très large, toute la lusophonie. Mais du coup, on a envie de donner à découvrir donc ces cultures plutôt de façon, dans toute leur complexité, dans toute leur richesse. Et au fur et à mesure qu'on parle, qu'on
qu'on côtoie des auteurs, qu'on côtoie des traducteurs, on se rend compte qu'il y a un truc qui est indéniable en France, c'est quand même la présence de la communauté portugaise. Et en littérature, en littérature française, j'entends, parce que le texte de José est un texte écrit en français, finalement, il n'y a pas tellement de représentation. Et la littérature, en fait, bien sûr, les sciences humaines, l'histoire, la recherche est fondamentale, mais la littérature apporte quelque chose qui est quelque chose qui permet d'atteindre peut-être un public plus large, mais au-delà de ça, d'atteindre une réalité de façon plus profonde. Et on avait envie, dans cette collection-là, de proposer des textes donc d'auteurs entre deux cultures, entre plusieurs cultures, mais en littérature française, pour donner aussi à voir la littérature française dans toute sa richesse, c'est-à-dire des gens qui viennent et qui sont issus de plusieurs cultures et qui ne sont pas... c'est pas que l'Hexagone, quoi. C'est la France, c'est beaucoup plus que ça, on le sait. Et donc, la rencontre avec José, c'était d'abord au travers des documentaires que vous connaissiez et que vous diffusiez, puisque à la librairie, on peut aussi acheter les documentaires, tous ceux qui sont là, de José. Ouais. Oui, bien sûr, on connaissait son travail de documentariste. Et puis, en fait, c'est donc une maison d'édition, c'est beaucoup de gens. Au bureau, on est trois. Mais il y a tous les collaborateurs, donc les auteurs, les traducteurs, les illustrateurs, les gens qui nous lisent, qui nous parlent de leur lecture. Et en fait, c'est Georges Valadas avec qui on a notamment travaillé sur un livre qui s'appelle Exil, témoignages d'exilés et de déserteurs portugais, qu'on a publié en 2022, il me semble. Je crois qu'il est derrière nous en plus. Mais oui, qui vient d'être réédité il y a peu. Et en fait, Georges, qui est un ami, qui écrit lui-même, qui s'intéresse beaucoup à l'histoire du Portugal, qui est très militant. Lui, il a un texte en cours. Voilà, ce livre-là. C'est ça qu'il fallait que je fasse, c'est ça? C'est très bien, mais non, mais c'est une émission interactive. Il a senti que je voulais l'attraper, mais j'étais trop loin. Voilà, je l'ai senti. Donc ça, c'est un livre précieux aussi qui parle quand même de déserteurs. Je le recommande aussi. Je l'avais notamment utilisé pour faire mes recherches, pour faire mes vidéos sur le 25 avril et c'était hyper touchant. Ben oui, et puis au-delà d'être touchant aussi, ça donne une autre vision aussi de ce que peut être ce qu'est l'immigration portugaise, c'est-à-dire des gens qui ont à un moment donné fait un choix radical et qui ont dit non, qui sont partis et qui se sont engagés ensuite par la suite dans leur vie en fait, qui toujours engagés auprès des luttes anticoloniales, antiracistes, pour l'égalité, et qui encore aujourd'hui, quand on publie ce livre, sont actifs. Et ont épousé plein de causes au-delà de l'anticolonialisme portugais. Je sais aussi au travers du coup de ton livre et de ton travail. Pour ceux qui n'ont pas connu, moi j'ai redécouvert ça a été parmi les premières paroles que j'ai entendues sur quelque chose que moi, dans ma famille, on a souvent caché ou dont on ne parlait pas. Moi, mes parents n'ont pas vécu dans des bidonvilles, ils ont habité chez des loueurs de caves quand ils sont arrivés. C'est pas mieux, hein. Moi, je pense. C'était pas simple, ils m'ont raconté. Moi, je pense que c'était mieux moi, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui habitaient dans des caves, dans des garages, etc. Le bidonville, c'était mieux, je trouvais. Ou au fond des jardins dans la banlieue, dans des espèces de baraquements, beaucoup de gens comme ça. Et moi, je trouve qu'on était mieux au bidonville parce qu'il y avait un truc qui était essentiel, c'est qu'on était entre nous. Il y avait un entre-soi dont on avait besoin pour affronter l'adversité, parce qu'on débarquait. Et ça, c'était pas mal quand même. C'était pas mal d'être entre nous, ouais. Toi, tu es arrivé justement du Portugal et c'est ce dont tu parles. Tu es né au Portugal. Oui. Nasceste em Portugal. Nasci em Portugal. E chegaste em França quantos anos? J'avais 7 ans et j'étais en 1965. Alors, tu me parles en portugais, je te réponds en français parce que naturellement... Et c'est très bien. Alors, si il faut dire des gros mots que tu veux pas qu'on dise en portugais, ça va tout seul, si tu veux. Je vais les éviter là tout de suite. Mais non, c'est le français. Et d'ailleurs, je voulais juste, par rapport à ce que disait tout à l'heure Mylène, moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est la langue française. Donc tu nous disais déjà que la littérature, tu places au-dessus de tout. Alors, on commence par ça. Quel est ton auteur, les auteurs qui t'ont marqué? Qui te marque encore aujourd'hui? Alors, c'est pas forcément des auteurs français. Moi, l'auteur qui que je mettrais au-dessus de tout, c'est Dostoïevski, c'est Camus. En ce moment, par exemple, c'est un garçon c'est Eric Luca, qui est un Italien, que j'aime beaucoup.
Oui, je lis énormément, je lis des livres du monde entier, des auteurs chinois dont je serais incapable de dire le nom parce que je passe d'un auteur à l'autre, des japonais, là je viens de lire un serbe, enfin je veux dire, je m'intéresse à toute la littérature du monde et je m'intéresse aussi en ce moment, par exemple, je viens de lire un livre qui s'appelle Kadour de Rachida Brakni, qui est une fille d'origine maghrébine. Et quand tu lis ce livre sur son père, Kadour c'est son père, ben je veux dire, t'es dans la famille, c'est pareil quoi, c'est le père dans l'immigration quoi. Voilà. Et je viens de le lire la semaine dernière, ouais, je l'ai lu. Donc je m'intéresse beaucoup il y a une littérature en ce moment de gens issus de l'immigration qui racontent leurs histoires familiales et il y en a beaucoup. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le travail sur la langue française. Et parler tout à l'heure de poésie, moi j'aime beaucoup la poésie. J'écris pas de poésie. Hein. Non, pas encore. Non, mais j'écris pas de poésie. Je pense que c'est non, Moi, c'était les premiers textes que j'écrivais quand j'étais gamin, mais je les montrais à personne parce que j'étais amoureux, mais je les gardais pour moi. Et après, arrivé à l'école Claude Mathieu, il y avait les soirées poésie et j'ai pris le courage de raconter mes poésies. Non, mais moi aussi, bien sûr, j'ai écrit des poèmes et je peux en écrire même dans mon coin, mais plus maintenant. Mais j'essaye de mettre effectivement dans les textes que je fais un peu de poésie, voilà. Comme je mets d'autres. Et c'est réussi. Ce livre, vous pouvez vous le procurer. Vraiment, je vous encourage à le lire parce que non seulement, c'est un témoignage. Ça permet de transmettre tout plein d'idées, tout plein de choses que, voilà, comme je disais tout à l'heure, moi, ma famille, c'était plutôt dans des cabanes au fond d'un jardin, dans des maisons ou dans des caves. On n'a pas connu le bidonville, mais voilà, ça représente des dizaines de milliers de gens qui sont passés par cette vie. Et tu fais partie de ceux qui, depuis début des années 2000, ont mis en avant aussi cette part de l'histoire portugaise, mais donc du coup française aussi, et qui était, on va dire, un peu cachée. On voulait pas en parler, on n'en parlait pas trop dans les médias, et puis après, moi je sais que pour mes parents, par exemple, en l'occurrence leur vie, leur passage, en l'occurrence du Portugal à la France, moi comme je le dis dans le spectacle, il m'a fallu 40 ans pour prendre le courage pour poser la question. 40 ans pour poser la question, pour savoir vraiment d'où je viens. Puisque... C'est la moyenne. On va dire que c'est 40. Généralement, c'est ce qui se passe. Comme il y a un traumatisme, les gens le gardent en eux. Enfin, oui, il y a un traumatisme de toute façon. Moi, j'ai le souvenir d'avoir fait en 89 une expo sur l'immigration, 25 ans d'immigration portugaise en France, et j'avais reconstitué une baraque. Oui, les gens, il y avait un parcours, ils passaient la frontière, les gens. Il y avait une frontière, ils avaient un passeport et tout, ils avaient une frontière dans l'expo. Et quand arrivé à la baraque, il y a des gens qui s'en allaient. Qu'est-ce que c'est que ça? On est en train de montrer la misère, par où on est passé. Les gens ne supportaient pas ça. Et pendant très longtemps, il y avait une volonté un refoulement. Ah, totalement. Je veux dire, les gens ne voulaient pas. On n'a pas envie, forcément. Je comprends les gens. L'oubli fait partie de notre vie. Et l'essentiel, même sinon, si on n'oubliait pas, on serait des gens malades et on serait tous complètement fous. Et puis, les gens, ils n'ont pas envie de se rappeler les mauvais souvenirs. Et ça, c'est humain, quoi. Voilà. Après, il faut quand même, enfin, moi, c'est ça qui m'a tracassé, c'est que je voulais, assez tardivement, finalement, à partir des années 2000, La photo déchirée, le premier film, vraiment sur l'immigration portugaise, c'est 2001. Donc La photo déchirée. Ouais, donc assez tardivement, quoi. Donc justement, pour ceux qui nous écoutent, moi je parle aussi légèrement dans le spectacle parce que c'est comme ça que ça s'est passé. L'histoire de La photo déchirée, c'est quoi? La photo déchirée, c'est lié au SALT, au passage clandestin, c'est-à-dire des gens qui partaient et qui étaient parfois trompés par les passeurs et qui voulaient juste avoir une garantie, et donc ils partaient avec ils déchiraient une photo à eux d'identité, ils partaient avec l'une moitié, et puis une fois qu'ils étaient arrivés, ils l'envoyaient à la famille, puis ils puissent verser le solde aux passeurs, quoi. Parce qu'il y avait tromperie, parfois, on les lâchait en pleine montagne et les gens n'arrivaient pas. Voilà. Moi, j'ai l'histoire aussi au nord du Portugal. Mon père est du côté de Trás-os-Montes, donc de Bragança, le fameux village França, où des passeurs faisaient marcher les gens pendant 2-3 jours, et après ils arrivaient au village França, côté espagnol, et ils disaient, vous êtes arrivés, ils repartaient. Alors, je sais pas dans quelle mesure, j'ai vu ça dans une pièce de théâtre au Portugal qui s'appelait Agosto, j'ai fait au théâtre de Barraca. Effectivement, il y avait cette histoire de France avec ce panneau, etc. Bon, je sais qu'il y a ce village. Je me demande dans quelle mesure, comme d'autres choses, ça fait partie du mythe de l'immigration. Parce c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui m'intéresse aussi dans l'immigration, c'est que toute immigration a des mythes et que c'est nous qui les avons construits.
Alors, il y a, par exemple, on peut dire qu'il y a toujours eu le mythe de l'éternel retour. Voilà. Oui. Ça, c'est un mythe. Ah bah ça, moi, je l'entendais, mais tous les ans. Pro anno voltamos, pro anno voltamos, pro anno voltamos. Donc, on a construit nos mythes, quoi. C'est normal. Toute immigration, où qu'elle aille, construit ses mythes. Et voilà. Quels sont nos mythes? Évidemment, il y a le retour, mais il n'y a pas que ça, quoi. Et en plus, on est les héros de nos mythes. Donc, c'est un peu compliqué. Et enfin, moi, j'entends beaucoup dire que l'immigration portugaise, les gens sont des héros, etc. Enfin, il n'y a pas d'héroïsme dans tout ça. Il y a pour moi, il n'y a pas d'héroïsme. Il y a du courage. Ça, c'est sûr qu'il y a du courage, mais il n'y a pas d'héroïsme. L'héroïsme, c'est autre chose. Je veux dire, il y a du courage. Il y a du courage. Il y a aussi, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on part de villages souvent où les gens sont ensemble et puis ça, tout pète, quoi. Je veux dire, les gens, chacun part à droite et à gauche. Et c'est pour ça que le bidonville m'intéresse, parce que d'abord, j'y ai vécu, mais c'est que tout d'un coup, il y a un rassemblement de gens qui viennent pas forcément des mêmes villages. Donc, il va falloir qu'ils refassent quelque chose qui crée une espèce de cosmos, je dirais. Parce qu'il faut pas avoir peur des mots, je veux dire. On crée un cosmos, c'est-à-dire qu'on perd on est sur une terre où on vit à l'horizontale, évidemment, sur le sol, et en même temps, c'est ce qui va au ciel, c'est-à-dire les ancêtres, la religion, enfin tout ce qui fait les mythes, ce qu'on était là-bas. Il faut refaire les choses ici. Il faut, évidemment, on vient avec notre culture, mais quand même, on est dans un autre pays. Il va falloir s'affronter avec ça. Il y a une nouvelle langue qui arrive, qui nous tombe dessus, forcément, puisque on découvre des choses qu'on connaissait pas. Sécurité sociale. Voilà, tu vois. Je sais pas, moi, vacances, profitar. Ben oui. Tu vois, vacances. Ouais. Tout ça nous tombe dessus. Donc, tout ça va faire de nous on devient d'autres gens et c'est ça qui m'intéresse, quoi. Voilà. Moi, du coup, je dis que il y a un pont culturel et linguistique qui se crée entre le Portugal et la France. Je sais pas si... alors, pont linguistique. Je sais pas si les Portugais au Portugal acceptent bien. Enfin, ils ont adopté poubelle. Ils ont adopté rendez-vous. Rendez-vous aussi, oui. Plusieurs. Chaque année, il y a 10, 15, 20 mots qui entrent dans la langue portugaise et qui viennent des autres langues, dont la langue française qui fournit de plus en plus de mots. Non, mais d'accord. La langue française fournit des mots. Est-ce que c'est l'immigration qui les apporte? Je pense que ça contribue. Pas systématiquement, mais ça contribue. Poubelle, c'est sûr. Après avoir fait quelques petites études, il y a d'abord le côté ça c'est ceux qui savent pas. Après il y a les cultures chic qui commencent à utiliser des mots français. J'ai remarqué ça beaucoup à Lisbonne pour les intégrer. Et après ça devient plus normal, c'est mieux accepté là-bas. Mais par exemple, moi je me souviens quand je commençais à sortir aussi à Lisbonne avec mes potes et on entendait des Portugais utiliser des mots français, mais eux c'était pas mal parlé, c'était fait volontairement, donc c'était era chic. Et sauf que voilà, il y a des mots qui sont rentrés aussi, puisque du coup il y a quand même 1 million et quelques personnes qui font des va-et-vient. Oui. Bon, enfin moi ce que je constate au Portugal, en fait je m'en fous. Mais on me dit, vous parlez pas très bien quand même. Je dis, si, je parle vachement bien en fait. Je parle 2 langues, le français et le portugais très bien, quoi. C'est-à-dire, voilà. Donc, mais en même temps, je comprends. Et on est au Portugal. Donc les gens exigent que je parle un français, un portugais pur et que je sois portugais. Mais non, mais c'est pas possible parce que je ne le suis plus. Et je fais un parallèle avec le réseau TikTok. L'autre jour, je tombe sur une vidéo, chinois d'origine à Macao, qui parle, alors j'ai pas rassemblé encore assez d'éléments, mais je prépare une vidéo dessus, qui parle un chinois avec des mots portugais. C'est ses descendants, c'est les études qu'il a fait, c'est la vie qu'il a là-bas, et c'est un jeune, et il publie de plus en plus de vidéos comme ça, qui mélangent les 2 langues. Okay. Chinois et, donc mandarin, je crois, et portugais. Donc voilà, je crois que j'avais vu à un moment, il y a 30-40 différents dialectes portugais qui existent répartis dans le monde. Oui, des langues avec des mots portugais. Moi, je pense qu'à chaque fois que les gens partent dans un pays, que ce soit au Canada, aux États-Unis, je sais qu'aux États-Unis, c'est pareil, c'est le même phénomène. Mais au Venezuela, moi, j'ai vu des gens revenir du Venezuela, j'étais mort de rire. Forcément, ils parlaient avec des trucs espagnols. Alors, comme je parle espagnol aussi un peu, je comprenais très bien. Mais les gens là-bas, ils disent, mais putain, quelle bande de prétentieux. Ils viennent nous parler espagnol. Mais moi, en même temps, je me disais, mais
Mais c'est incroyable. Même des fois, moi qui arrête pas de massacrer la grammaire portugaise avec ma grammaire, à appliquer ma structure narrative française, je massacre le portugais, je le sais. Mais quand c'est les autres qui viennent du Venezuela, je me dis mais quel massacre. Tu vois, donc si tu veux, il faut toujours relativiser, quoi. Ben j'en profite. Si vous ne connaissez pas, allez jeter aussi un petit coup d'œil sur. Ils font plein de vidéos, ils sont excellents. Des descendants portugais qui sont originaires de Madeira, qui ont émigré aux États-Unis, qui s'appellent les Portuguese Kids. Ils ont des centaines de milliers de followers et ils font des spectacles où justement ils traitent de cette thématique, l'intégration des Portugais de Madeira, en grande partie arrivés aux États-Unis et donc à Newark, et où leur langue est devenue au portugais. Et ils en parlent et le revendiquent et le mettent en avant sur scène. Ils font des spectacles, des vidéos, et ils ont comme ils sont, je crois, aussi 600 000, 800 000 là-bas, selon les estimations. Ils font des salles de spectacles incroyables. Et ils viennent de sortir une émission avec la RTP, justement, internationale, pour traiter de ce phénomène de l'évolution de la langue, de l'accaparement de la langue, en mélangeant avec la langue dans le pays où ses descendants sont nés, puisque eux sont les enfants de ceux qui ont quitté la terre. Mais oui, mais j'ai l'impression de toute façon que c'est un mouvement naturel. Moi aussi, oui. Quand il y a deux langues dans une famille, dans une communauté, il y a forcément des imbrications et des mélanges. Et c'est riche. Moi, je trouve ça assez riche. Moi aussi. Et justement, il est peut-être temps de passer à la question. La question surprise de Diane, Paris Latina, qui est avec nous dans le Frantigay Mike depuis le mois de mars. Mars. Alors, Donc, il faut que tu allumes WhatsApp, je te l'ai envoyé. Tu montes le son à fond, mon cher José. Le son est monté et tu montres vite l'émission. Tu cliques dessus, play. Dans votre ouvrage Souvenir d'un futur radieux, vous mêlez votre parcours personnel à celui des migrants d'aujourd'hui. Qu'avez-vous envie d'adresser comme message d'espoir? Merci. Oui, sa question est vraiment essentielle et d'actualité. Oui, parce que je mélange les histoires, parce que c'est la même histoire, c'est l'immigration. Voilà. On est dans une situation très très compliquée en ce moment. On le sait bien en Europe et pas seulement en France. En France, on est au bord du gouffre. En Europe, en Italie, c'est très compliqué. Le message, c'est celui que je me semble que je mets dans le livre, j'essaie de mettre dans le livre, c'est de dire, battons-nous pour nos idées. Continuons à nous battre. Ne lâchons pas l'affaire. Soyons hospitaliers. Nous sommes passés par là. Nous sommes partis à cause de la guerre. Parce qu'il faut le rappeler aux gens. À cause de la guerre, de la misère, de l'oppression qu'il y avait au Portugal, nous avons fui une dictature. Les gens aujourd'hui font les mêmes choses. Les gens viennent, parce que j'entends des Portugais qui disent, ouais, mais nous, on est venus pour travailler. Mais si les gens viennent ici pour travailler, quoi. Je veux dire, bon, donc, soyons hospitaliers, mettons en avant nos valeurs, ne nous laissons pas déborder par cette haine, quoi, qui se déverse. En ce moment, c'est absolument terrifiant. Je veux dire, il y a des gens qui vivent des choses extrêmement dures. Non, nous ne laissons pas faire et continuons à affirmer ce qu'on pense, quoi. Je veux dire, nos valeurs à nous, quoi. On a des valeurs, quoi. On voit pas je veux dire, j'ai l'impression d'assister à un effondrement moral en ce moment. Parce que l'effondrement moral, c'est... Est-ce que c'est justement pas parce qu'on a tendance à oublier comme on dit en portugais, por onde nós próprios passamos. Exactement, on a tendance à oublier et on n'a pas analysé pourquoi on était là. Les gens croient qu'ils sont venus tout seuls, comme si les gens étaient venus tout seuls. Alors je suis venu chercher une vie meilleure, ok. Tout le monde est venu chercher une vie meilleure. Nous avons été 1 million et quelques à partir du Portugal. Ça, c'est quelque chose de politique, quoi. Je veux dire, les gens, ils ont dit non à une dictature. Même si chacun ne s'est pas dit, je dis non à Salazar et je pars. En fait, en réalité, c'est ce qui s'est passé. Donc, essayons aussi de comprendre que cette histoire, c'est une histoire collective et pas individuelle. Parce que moi, j'entends beaucoup de gens dire, ouais, moi, j'ai réussi individuellement. Alors, réussi, d'abord, il a gagné du pognon. C'est tout ce qu'il a fait. Parce que la réussite, est-ce que c'est uniquement le pognon? Ça, je suis pas sûr. J'en doute vraiment. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bon, généralement, il a exploité le travail des autres. Bon. Alors, il a réussi. Ok, il a plein de pognon. Mais est-ce que ça, est-ce qu'on peut dire que c'est l'immigration? Non, l'immigration, c'est une masse de gens qui s'en vont et qui essayent pour une vie meilleure. Et c'est ce que font les gens aujourd'hui. Voilà. Ils font pas autre chose, quoi. Il faut arrêter et moi, je suis d'accord. Je pense qu'il faut pas oublier que
après on peut discuter de mille et une choses, mais les gens qui aujourd'hui, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, mais comme c'était le cas avant nous, avec les Italiens, avec les Polonais, personne ne quitte son pays par joie et par bonheur, et souvent on l'oublie, mais ce sont plus ou moins les mêmes raisons. La misère, la faim, la dictature, la privation des libertés. Quelle que soit l'époque, et quel que soit le pays d'origine, la guerre. Et de toute façon, il faut pas, par exemple, il y a un siècle et quelques, au 19e, fin 19e, il y a des millions d'Européens qui sont partis, des Suédois, aux États-Unis, des millions, des Allemands, des millions, des Irlandais, alors là, les Irlandais, les Italiens, évidemment, qui sont partis aux États-Unis. Et ça, on a oublié. C'est-à-dire des gens qui crevaient la dalle. Les Irlandais, ils mouraient de faim quand ils sont partis. Ils savaient, c'est pas comme nous, les Portugais, qui avions, c'était un peu compliqué, c'était la misère. Non, ils crevaient la dalle. Donc ils sont partis aux États-Unis, et il y a des millions d'Européens qui sont partis. Et aujourd'hui, il y a des millions de gens qui partent pour d'ailleurs, la catastrophe climatique va faire partir écologique plutôt, pas climatique entre autres, va faire partir des millions de gens. Il faut qu'on le sache. Je veux dire. Et alors, ah oui, mais on peut pas accueillir toute la misère du monde, disait l'autre. D'accord, mais enfin bon, on provoque les choses. Je veux dire, il y a on crée des conditions, on exploite ces pays-là, et après on veut pas accueillir les gens quand ils sont dans la merde. Si, il faut les accueillir. Ça semble l'essentiel, quoi. Juste pour faire un petit parallèle, si vous n'avez pas vu, 2 films à voir qui traitent plus ou moins de ça et qui montrent aussi après la dureté de la vie. Le premier, c'était un film grand public avec Tom Cruise. Je crois que c'était Horizon lointain. Il part d'Irlande, parce que justement toute la famille n'a rien à manger, ils débarquent tous à New York. Puis après le film Gangs of New York, avec Leonardo DiCaprio, qui traite des bandes, et on voit que de ces bandes viennent des gens des 4 coins de l'Europe. Et le racisme qu'il y a, alors dans Gangs of New York, justement, le racisme qu'il y a entre les gens qui débarquent. C'est ça. C'est-à-dire et ils s'appellent les natifs et pas les natifs. Voilà, il y a les immigrés, ils sont tous des immigrés très récents. Aux États-Unis, on peut pas dire que les gens ont des siècles d'histoire derrière eux. Enfin, sur cette terre-là. Si, il y a les Indiens. Et les premiers qui sont nés, mais de parents immigrés, s'appellent les natifs et entrent en lutte et ne veulent plus des nouveaux arrivants. Et donc, en fait, on revient tout le temps à ça. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et il faudrait que les immigrations récentes, je parle des immigrations des années 60, notamment, qui ont encore une mémoire de ce qui s'est passé, des témoins, ne rentrent pas là-dedans, quoi. Non, je sais qu'il y a des gens qui rentrent là-dedans, évidemment, je l'ignore pas, je vis pas au pays des bisounours ou un truc comme ça c'est clair. Mais il faut que les gens prennent vraiment conscience de ça, quoi. Ça me paraît important, quoi. Moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ton livre, tes documentaires. C'est un témoignage pour aujourd'hui, pour ne pas oublier. Et voilà, j'ai découvert le livre par hasard il y a 2 mois. En me trompant, 2 mois, 3 mois, j'étais passé plus. Et du coup, voilà, des fois, quand on se trompe d'adresse, on peut faire une bonne découverte, puisque c'est comme ça que j'ai découvert ton livre, et cette collection, elle venait de sortir. Et il y a Mylène qui m'a dit, tiens, prends ça, lis-le, c'est une nouvelle collection. Ok, voilà. Et puis, après, le hasard aussi, il y a 15 jours, tu te retrouves au Salon du Livre de Issy-les-Moulineaux. 15 jours, 3 semaines? 3 semaines? Peut-être. Voilà. Je sais plus. 3 semaines. Je viens te voir à la table. Bonjour. Je suis avec ma petite Talia et je me promène. Je viens voir le salon et du coup, je te propose de participer au Franchiguet Mag pour justement, de par ton travail, le nombre de documentaires et maintenant ce livre, partager aussi ce témoignage, cette vie, puisque toi, tu fais partie aussi de ceux qui justement sont partis de là-bas. 7 ans, tu en parlais tout à l'heure, qui a vécu dans le bidonville, qui sait ce que c'est, et qui aujourd'hui poursuit ce travail artistique pour témoigner, pour ne pas oublier, je trouve. Mais moi, je trouve que c'est important de ne pas oublier. Tout à fait. Oui, non, c'est fondamental en fait, et justement pour encore une fois remettre de la complexité dans parfois des idées qui sont un peu manichéennes et du coup complètement à côté de la plaque. Je remercie encore une fois Diane pour cette question. Diane, que vous pouvez retrouver sur ses pages, sur Facebook, sur Instagram, avec Paris Latina News, qui met en avant la culture hispanophone, lusophone, à travers Paris, la France, le monde entier. N'hésitez pas à vous abonner à sa page. La question surprise, vous pourrez bientôt la retrouver également sur ses réseaux. Il est 13h40. Aujourd'hui, c'est le dernier Franchiguet Mag de la saison. Donc, nous sommes le 87. Diane, confirme-moi, j'ai un petit
depuis trop de mémoire. C'est le dernier Frantugué Mag. Du coup, je voulais vous laisser avec une petite trace. Cette trace, c'est le livre de José. Vous pouvez l'acheter, partir en vacances avec, pour le lire à la plage, pour le transmettre, ensuite partir aussi avec les DVD, parce qu'il y a encore des lecteurs de DVD dans les voitures, pour après regarder aussi des films au Portugal pendant les vacances, pour découvrir, pour ne pas oublier, pour partager cette histoire, comme tu l'as dit, avec poésie. Très important, c'est pas juste un livre de témoignages, c'est il y a énormément de poésie, de chaleur, d'amour, et par rapport à tout ce que tu nous rappelais en répondant à la question de Diane, moi je trouve personnellement qu'il est urgent de ne pas oublier tout ça et de lire, de parcourir toutes ces œuvres artistiques, parce que il y a d'autres élections dans 2 ans, ma foi. Donc voilà. Oui, et puis il y a quelque chose qui se joue en ce moment aussi. Oui, Faut voilà. rester attentif. Et en dehors des élections, là on est un peu mal barré sur ce coup-là, et il faut qu'on se rattrape un petit peu, quoi. Voilà, donc partez avec de la lecture poétique et intelligente. Il est 13h41, dans quelques minutes, voilà, c'est la fin de ce Frantugué Mag. Je remercie Mylène de nous avoir accueillis, de m'avoir fait découvrir cette nouvelle collection. On peut spoiler un peu, est-ce qu'il y a un prochain auteur qui va arriver? Donc José, c'est le premier de la collection Brûle Frontières, qui met en avant la richesse de l'écriture des auteurs luso-descendants. Le prochain, qui devrait-il être? Un texte de Georges Valadas, dont on n'a pas le titre encore, mais Georges Valadas qui revient sur son histoire, une sorte de récit un peu initiatique d'aventure, mais c'est son histoire à lui, déserteur notamment de l'armée coloniale. Donc, voilà. Qui a écrit le livre? Qui a écrit le premier témoignage, parce que c'est un recueil de témoignages, donc il y a je veux pas dire de bêtises, 13 ou 14 témoignages, donc 13 ou 14 auteurs dans ce livre, qui est notamment des recueils des témoignages qui ont d'abord été publiés en portugais grâce à l'association Mémoire Vive, Mémoria Vive. Donc c'est un livre en collaboration avec cette association-là. Et moi, du coup, j'en profite pour remercier aussi Luso Journal qui nous avait fait découvrir cette édition à l'époque. Et du coup, José, toi, les prochains projets, c'est quoi? Des vacances? Ouais, mais non, j'irai, oui, j'ai des vacances. Non, d'abord, je vais travailler, moi. Cet été, je travaille, moi. J'irai au Portugal à la rentrée, mais je vais écrire. Un nouveau livre? J'écris des textes. On verra bien après qu'on compose tout ça, parce que moi, comme je disais tout à l'heure, je monte après. J'écris comme ça, et puis après, je fais du montage derrière. Voilà, pour l'instant, ça avance. D'accord. On en saura plus à la rentrée. Bien entendu, je vais identifier après cet après-midi en post-prod les comptes de la librairie des éditions Chandaigne, la librairie brésilienne et portugaise portugaise et brésilienne qui reste ouverte tout l'été. Oui, tout à fait, tout le mois d'août. Donc il y a voilà. pas d'interruption. Si vous voulez de la lecture, rendez-vous ici. L'adresse c'est 19 rue des Fossés Saint-Jacques, place de l'Estrapade, à côté du Panthéon. juste là où a été tourné. Emily in Paris. Mais beaucoup d'autres films qui sont vachement mieux qu'Emily in Paris. Mais non, mais parce que juste avant de faire l'émission, il y avait encore une fois un groupe de touristes avec un guide qui viennent là, parce que la série a été tournée là. Oui, c'est vrai. Il y a je pense qu'il y a des dizaines ou voire des centaines de personnes qui passent de ramener les gens qui ont émis ce truc que je connais pas d'ailleurs. Parce que ça s'est passé là pour venir à la librairie. C'est pas mal comme. Oui, la librairie est juste en face, elle est ouverte. C'est très marketing ton truc. On n'est pas à l'abri qu'ils aiment d'autres choses que Emily in Paris. Absolument, voilà. Absolument. C'est ça, c'est du vrai marketing là. Ça rigole pas. Moi aussi, je vais travailler. Ah non, ça y est, je travaille plus qu'en poste maintenant, juste de mon côté pour préparer la rentrée. Juste vous dire un petit message personnel. Merci aux plus de 4000 personnes, puisque la semaine dernière, c'était les 2 dernières représentations à Dijon, vendredi 12 et samedi 13 de ce nouveau spectacle Portugal voyage au centre du monde, un aller-retour France-Portugal en voiture pour remplir le coffre de souvenirs et de rire. Et voilà, vous avez été encore très nombreux à venir. Merci, plus de 4000 spectateurs dans une année, c'était juste génial. Rendez-vous à la rentrée les vendredis et samedis au Théâtre du Gouvernail. Déjà une 30aine de dates de signées. Vous pouvez réserver vos places en tournée. Ça va être vraiment une tournée dans toute la France. On est en train de discuter aussi pour retourner au Portugal. Un grand merci d'avoir suivi le Frantugué Mag avec du coup une moyenne de vues d'à peu près 15 000 vues.
par émission, c'est juste incroyable. Il y a 2 ans, lorsque j'ai relancé l'émission, on était à 3-4 000 vues. J'osais pas encore inviter des gens. Je faisais l'émission complète, j'allais à droite à gauche, et puis après je disais mais lui il serait bien pour parler de ça. Et du coup voilà, à la rentrée septembre 2022, j'avais donc commencé à inviter des gens. Aujourd'hui voilà, ça fait plus de 50 invités, 87 émissions. On est aux alentours du 1 million de vues tout cumulé, c'est juste incroyable. Et une émission notamment qui a atteint 50 000 vues en stream, c'était celle en direct de Porto. On avait la chance, il y avait un beau soleil à Ponte Don Luís derrière. Je vous tiens juste à vous dire merci sur Instagram, merci sur Facebook, merci sur YouTube, merci sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont là pour nous rassembler, pour nous unir, pour échanger, partager, pas pour nous haïr, pas pour nous détester, pas pour nous faire du mal. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est pour ça souvent les invités ils me disent mais tu poses des questions, c'est quoi les questions? Je t'inquiète pas, c'est très bienveillant. L'idée c'est d'exploiter au maximum la bonté que peuvent procurer les réseaux sociaux. J'espère qu'on y arrive. En tout cas, je pense que si vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'émission, c'est que c'est le cas. Je vais essayer de faire encore mieux l'année prochaine avec plein d'autres nouveaux invités, avec des nouveaux participants pour des nouvelles rubriques. On est en train de discuter, mettre en place tout ça pour qu'à la rentrée, on fasse une émission encore plus riche, encore plus professionnelle. Ce sera le but à chaque fois. Voilà, moi c'était mon mot de la fin. Muito obrigado. Boas vacances. Comme le veut la tradition, je vais laisser le micro maintenant à mes invités pour clôturer l'émission. Après, j'appuierai sur Hand et rendez-vous à la rentrée à la mi-septembre pour le prochain Frantugues Mag 88. Obrigado Mylène, obrigado José. Je laisse d'abord le micro pour le mot de la fin. Tu es libre à Mylène et après tu le passeras à José qui clôturera cette saison, on va dire cette 2e saison de nouvelle version du Frantugues Mag. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Muito obrigado por ter partilhado o vosso trabalho. Et n'hésitez pas à partir en vacances avec ce merveilleux livre. Écoute José, moi je simplement te remercier de nous avoir invités, donner une tribune aussi pour parler donc de la collection Brûle Frontières et du texte de José Vieira. C'est ça, il faut œuvrer au quotidien et au jour le jour pour essayer de partager ce qu'on aime et ce qui fait réfléchir aussi et ce qui peut-être aussi permettrait de vivre dans une société un peu plus ouverte, réfléchie et voilà. Je n'étais pas prête pour le mot de la fin. Je te passe le micro, José. Oh non, mais c'est juste, merci pour l'invitation déjà. Et comme c'est Mylène qui m'a soufflé ça, voilà. Non, mais simplement que on vit moi j'ai l'impression qu'on vit un moment un peu compliqué, mais que voilà, lâchons rien, voilà. On lâche rien et on se bat pour. Je pense que moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est le combat contre le racisme et qu'il faut qu'on gagne ce combat-là. On va mettre du temps, mais on va le gagner. Voilà. Au revoir.